le docteur Bangourama et je suis chargée de vous entretenir cet après-midi sur la tuberculose extrapulmonaire. Ce cours a été préparé par le docteur Liliane, le docteur Sarah, le docteur Asma et moi-même, docteur Bangourama. Pour aborder ce travail, le plan suivant sera adopté. Amin, tu peux avancer. En grand temps, nous allons voir la généralité. Dans les généralités, on va parler de la définition, de l'intérêt et du rappel. En grand 2, nous allons parler des signes. En grand 3, nous allons parler du diagnostic positif. Et dans le diagnostic positif, nous allons parler de l'argument anamnestique, des arguments cliniques, les arguments paracliniques. En 4, nous allons parler du diagnostic différentiel. En 5, nous allons parler du diagnostic étiologique. En 4, nous allons parler des germes. En 2, nous allons parler de la porte d'entrée et en 3, nous allons parler du traitement. En 5, nous allons parler du traitement et en 6, nous allons parler de la prévention. Une conclusion va venir clore tout ce travail. Comme définition, il est à retenir que la tuberculose extrapulmonaire se définit comme étant l'ensemble des manifestations cliniques et paracliniques dues à la localisation extrapulmonaire du Mycobacterium tuberculosis. Elle peut se localiser au niveau des méninges, au niveau des disques vertébraux, au niveau abdominal et au niveau urogénital. En ce qui concerne l'épidémie, selon l'OMS en 2020, le nombre de personnes atteintes par la tuberculose était estimé à 10,4 millions, soit 1 million d'enfants, ce qui représentait 61% de la population totale. Et la tuberculose associée au VIH, en 2020, il y avait 1,1 million de personnes, soit un pourcentage de 11%. Et la tuberculose multirésistante, on avait 600 millions de cas dans le monde. Et le nombre de décès dus à la tuberculose était estimé à 1,4 million de personnes. L'intérêt pronostic, c'est que la tuberculose met d'abord en jeu le pronostic fonctionnel. La prévention se fait par la vaccination au BCG et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. En 3, nous allons parler du rappel. D'abord, nous allons parler du rappel au niveau de la tuberculose méningée. Il existe essentiellement deux étapes essentielles de contamination au niveau de la tuberculose méningée. D'abord, les bacilles vont pénétrer dans l'hôte par inhalation des gouttelettes. Et lorsqu'il y a inhalation des gouttelettes, l'infection va s'intensifier dans les poumons et va former des petits foyers qui sous-appliqués qu'on peut appeler des foyers de Risch. Lorsque ces foyers de Risch sont atteints, il va y avoir augmentation de leur taille et jusqu'à ce qu'il va y avoir rupture au niveau de l'espace sous-arachnoïdien. En ce qui concerne le mal de Pott, cela va résulter de la dissémination hématogène du BK à partir d'un foyer primitif, d'un foyer viscéral primitif. Et il va y avoir deux situations. Soit la dissémination du BK est ancienne et cela va correspondre à une réactivation locale du virus. Et lorsque la dissémination du BK est récente, c'est qu'il existe un foyer actif à distance. Et en ce qui concerne la tuberculose abdominale, la contamination est d'abord primitive ou primo-infection. La contamination va se faire par l'absorption des produits laitiers qui sont souillés. L'infection par le BK bovin va passer dans le tube digestif au niveau de l'estomac et du grêle. Et lorsqu'elle va passer au niveau de l'estomac et des grêles, elle va entraîner des lésions au niveau iléosécal par abondance du tissu lymphoïde, par une stase physiologique, augmentation du processus d'absorption et lorsqu'il y a contact prolongé avec le BK au niveau de la paroi du tube digestif. La tuberculose méningée. En 2, nous allons parler des signes et nous avons pris comme type de description la tuberculose méningée non compliquée de l'enfant. D'abord, les circonstances de découverte, c'est les signes d'un syndrome méningé avec une céphalée qui est importante, une altération de l'état général, des troubles de la conscience modérés ou sévères, des crises convulsives qui sont focalisées ou généralisées, un trouble du comportement, une désorientation temporospatiale et un déficit sensoriel.
À l'interrogatoire, on va rechercher la notion de contagion tuberculeux. On va demander s'il y a une absence de vaccination qui est fréquente le plus souvent. On va rechercher un terrain particulier et on va rechercher des signes d'imprégnation tuberculeuse, à savoir une anorexie, asthénie, la stagnation, un retard staturo-pondulaire, une fièvre vesporo. En ce qui concerne les signes fonctionnels, on va rechercher les céphalées d'apparition brutale, constante, intense, diffuse, avec une photophobie et une sonophobie, qui sont non calmées par les antalgiques habituels, des vomissements qui sont faciles à ingérer et qui sont calmés par les céphalées, s'il y a la présence de constipation. Et les signes généraux, on va rechercher s'il y a la fièvre, un état général qui est conservé généralement, les troubles du comportement, un caractère triste, grognon, diminution de l'attention et parfois le patient peut délirer. Toujours dans les signes physiques, d'abord, on va rechercher si le patient n'a pas une attitude en chien de fusil, en décubitus latéral, le dos qui fait le dos à la lumière, jambes fléchies, la tête qui est légèrement penchée en arrière. On va rechercher s'il n'y a pas une raideur de la nuque. Des fois, chez les nourrissons, ça peut être quelque chose de discret. On va rechercher le signe de Brusingski lorsqu'il y a une flexion involontaire du membre inférieur à la flexion forcée au niveau de la nuque. On va rechercher le signe de Kerning. La flexion, lorsqu'on on fait la flexion des cuisses sur le bassin, les jambes sont tendues. Cela va entraîner une douleur avec une flexion des jambes sur la cuisse. Et on va rechercher aussi une hyperesthésie cutanée. Comme signe basilaire, on va rechercher s'il n'y a pas d'encombrement respiratoire, s'il n'y a pas une irrégularité du pouls et de la respiration, on va rechercher la présence de signes vasomoteurs. Et on va également rechercher s'il n'y a pas une paralysie au niveau des paires crâniennes, à savoir au niveau des paires crâniennes, à savoir au niveau du nerf oculomoteur 3, 4, 6. Et on va rechercher s'il n'y a pas une paralysie au niveau du nerf facial 7. Les autres signes neurologiques à rechercher, on va rechercher s'il n'y a pas une convulsion tonique ou clonique. On va rechercher s'il n'y a pas des troubles de vigilance, des mouvements anormaux ou des troubles sphinctériens. En A2, nous allons parler des examens complémentaires. En première intention, c'est de faire une ponction lombaire avec examen cytochimique et bactériologique du LCR. Et si on suppose des signes d'hypertension intracrânienne avec des signes de localisation, là, il faudrait différer la ponction et faire d'abord un scanner. Et lorsqu'on fait cette PL, on peut avoir les résultats suivants. Soit à la macroscopie, le LCR est clair, hypertendu, parfois il peut être opalescent. À la microscopie, on peut avoir une cytorachie, une hypercellularité qui est faite de lymphocytes à raison de 10 à 5000 micromètres par chimie. On peut avoir une hyperprotéinurie constante, parfois supérieure à 1 gramme, une hypoglycórachie profonde. L'examen direct par la coloration au niveau du gène Nelsen et la culture sur le milieu de Lowenstein. Le gène pour la mise en évidence du bacille de Koch est rarement positif sur lorsqu'on fait le gène expert sur LCR. On peut également faire les autres bilans, à savoir la NFS. Dans ce cas, on peut avoir une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, la CRP qui est positive, les VS qui sont accélérés, un ionogramme sanguin à la recherche d'une hypodynamie et on peut faire l'IDRT, l'intradermoréaction. À l'imagerie, lorsqu'on fait le fond d'œil, avant l'APL, on peut soit avoir des tubercules de Bouchu à la radio du thorax, qui est déjà systématique, on peut avoir une miliaire, soit des séquelles de primo-infection tuberculose ou une tuberculose qui est évolutive. Et lorsqu'on fait un TDM cérébral, c'est quelque chose qui est très rare, on peut rechercher des complications, à savoir une dilatation au niveau des ventricules, des zones hypodenses, une méningite basilaire ou des tuberculomes. On peut aussi faire l'IRM et l'EEG. Ça, c'est un scanner qui a été réalisé. Et au niveau du premier chemin, on voit qu'il y a... Au niveau de ce premier scanner, on voit qu'il y a une dilatation au niveau ventriculaire. Et au niveau du deuxième chemin, on a la présence de tuberculome au niveau cérébral. Les éléments de surveillance